Hello quoi de neuf les gens, j'espère que vous allez bien, ici Naetherion, et on se retrouve donc pour la deuxième partie de comment intéresser de nouveaux joueurs, entre guillemets, à s'intéresser à votre aventure. Et avant de commencer, je voulais expliquer quelque chose, enfin un petit changement dans le programme, c'est-à-dire que normalement cette vidéo devait être faite en 3 parties, savoir convaincre les joueurs, faire une introduction, donc c'est ce qu'on va aborder, désolé pour le spoil, et la troisième partie c'était normalement le concept du feedback. Malheureusement, le concept du feedback étant un concept assez, je vais pas dire pauvre, mais assez fin à utiliser, je vais me passer donc de celui-là et peut-être l'aborder dans une future vidéo en fonction de comment ça se présente ou non pour la suite donc, de la chaîne. Donc ni plus ni moins, bah voilà, comme je viens de vous le dire, on va aborder donc le principe d'introduction afin de pouvoir convaincre, mais pas juste convaincre, de mettre les gens autour d'une table, mais au moment où ils arrivent, que les joueurs se sentent directement investis par ce que vous dites. Introduction, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, tout simplement, il est important de noter que une bonne introduction, ça prend pas spécialement beaucoup de temps, ça met du temps à écrire. Mais une bonne introduction vous permet tout simplement de décrire le monde, le fonctionnement et tout simplement où se trouvent les joueurs et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pour ce faire, je vais utiliser une image qui s'appelle celle de l'entonnoir, donc introduire le monde de façon entre guillemets comme un V, c'est-à-dire que la première chose que vous allez aborder c'est la grande partie, ensuite ça va être un peu plus petit, etc., etc. Et on va se reprocher de plus en plus de pourquoi est-ce que les joueurs en sont là où ils en sont. La première partie, tout simplement je l'ai nommé donc le monde. Je vais peut-être vous envoyer une image, comme ça vous avez chaque fois un rappel des différentes zones, enfin entre guillemets des différentes répartitions que j'ai données à ce concept là. Évidemment ça c'est vous allez peut-être regarder d'autres chaînes ou en tout cas voir d'autres maîtres de jeu utiliser d'autres mots pour ça, mais moi j'utilise donc le concept de l'entonnoir avec réparti de 5 manières différentes. Donc le premier c'est le monde, donc ce sont tout simplement le fonctionnement du monde, comment il tourne, avant que entre guillemets les races vivantes, je dis races vivantes mais avant que toute chose vivante ne le perturbe. Donc ça c'est vraiment donc la nature, le fonctionnement, d'où vient le monde, d'où vient la planète, etc., etc. Ça doit être très simple, ça doit être assez direct, voilà. Bienvenue en mer intérieure, comme vous avez peut-être le poster ici en haut. Sous le continent de la mer intérieure, voilà, c'est un continent qui a vécu machin. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie donc s'appelle les peuples. Pourquoi j'appelle ça les peuples? Parce que c'est simplement la structuration du monde. Comment est-ce que les peuples interagissent entre eux, comment est-ce qu'ils réagissent entre eux. Donc j'ai dit interagissent, c'est-à-dire qu'il y a des interactions, mais en fonction de certaines interactions, il y a des réactions qui se font, etc. Il y a toute une structuration donc, de la société, du monde, des peuples, des races, des empires, des royaumes, etc., qui sont donc abordés dans cette section-là. Ça doit être aussi de nouveau très rapide, expliquer aux gens que voilà, les nains ont disparu, pour faire référence à Skyrim, ou tout simplement au Seigneur des Anneaux, donc pas la période avec les Hobbits, mais la période donc, du Seigneur des Anneaux où il ne reste plus quelque part que 1 ou 2 royaumes nains, mais les autres ont globalement disparu, on ne sait pas pourquoi, voilà, ils ont disparu. Voilà, donc les elfes, comment ils se structurent, beaucoup s'en vont, machin, etc., etc. Ça explique en fait aux joueurs ce qu'ils risquent de trouver ou ce qu'ils ne risquent pas de trouver. Donc dans un univers high fantasy, il y a énormément de races différentes, des orques, des demi-orques, des elfes, des demi-elfes, des gnomes, des nains, des alphelins, des humains, des tieflins, des azimars, des goliaths, on a des dragonborn, des draconides, on a vraiment plein de races différentes. Voilà, ça c'est spécifique à la high fantasy. Le low fantasy, tu auras très peu de races différentes que la race humaine. Et en dark fantasy, là je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir, des morts vivants, des vampires, etc., etc. C'est des choses qui sont communes. Je dis pas que c'est quelque chose que tu croises à chaque coin de rue, mais ce sont des choses communes. Ensuite, troisième partie, donc la partie de l'histoire. Donc ça va être le clivage de votre monde où l'équilibre qui avait été établi par la structuration des peuples, etc., a été brisé. Et c'est aussi le moment où est-ce que l'équilibre va être rétabli. C'est-à-dire que, pour vous donner une image, on va regarder un peu plus tard, je vais vous inviter à aller regarder une petite vidéo pour que vous compreniez mes dires. Donc voilà, l'histoire c'est vraiment ce qui brise et ce qui rétablit un certain équilibre dans votre monde. Ensuite, l'avant-dernière partie, celle que j'appelle donc de la région, c'est la partie donc de la région, c'est la partie où commence le personnage joueur. Je mets le PJ c'est un diminutif pour dire personnage joueur, donc en gros les joueurs.
C'est-à-dire que c'est pas spécialement là où eux ils sont ou ce que eux ils font, mais tout simplement comment ça se passe dans les alentours. Donc vous voyez de nouveau, on est passé du statut entre guillemets planaire du monde, à la structuration des peuples, à l'histoire, maintenant à la région dans laquelle les joueurs vont devoir interagir. Et ensuite la dernière partie, donc c'est la partie des PJ, donc la partie des personnages joueurs. Donc c'est là où commencent les joueurs, c'est ce moment où est-ce qu'ils entrent en scène, ce qu'ils font, le monde direct autour d'eux. Je vais vous demander donc d'arrêter pendant quelques minutes la vidéo. Vous allez voir, c'est pas super long, mais c'est plus qu'intéressant pour vous de le faire. Je vous le conseille sincèrement parce qu'on va aborder ça après. Je vais mettre donc en lien dans la description la suite de la vidéo, à savoir le générique de début donc du Seigneur des Anneaux en français. Évidemment, tous les droits d'auteur reviennent à qui de droit. Je ne me prétends pas avoir une quelconque patte dessus, mais si vous pouvez donc cliquer dans la zone de description, allez voir le lien que je mets, regardez-le, ça prend 7 minutes et demie, 8 minutes, ça illustre totalement ce que je viens de dire et on aborde ça dans quelques instants. Donc voilà, merci d'avoir regardé donc, cette vidéo et si vous ne l'avez pas fait, désolé, mais bon, c'est un conseil, évidemment, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime beaucoup avoir une interaction comme ça sur d'autres créations. Et pourquoi pas en profiter donc pour illustrer donc, ce concept. Donc première partie, donc la partie du monde. C'est une partie donc voilà, je prends mes petites notes. Donc voilà, le monde dans la vidéo, donc c'est la nature et le cosmos. Donc globalement dans votre jeu de rôle, il y a un cosmos, il y a une façon dont le monde tourne. Tiens, est-ce que les îles volent? Enfin vous voyez un peu l'image, donc des espèces d'îlots flottants comme ça. Est-ce que c'est un univers plutôt steampunk? Est-ce que c'est un univers plutôt gothique? Est-ce que c'est un univers low fantasy? Voilà, de nouveau. Et c'est toutes des illustrations que vous devez un peu expliquer. Est-ce qu'on trouve des mines? Est-ce qu'on trouve des roches particulières? Est-ce qu'on trouve des courants magiques, etc., etc. Structure du monde, à l'origine, comment est-ce qu'il est? Prenez exemple, donc comme vous pouvez voir ici, je suis un grand fan de World of Warcraft. Voilà, Azeroth, il y a eu avant que les premières races apparaissent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur ce continent et la résultante en est qu'il a été divisé, etc., etc., etc. Je vous propose de vous pencher sur l'histoire donc de World of Warcraft, le lore, qui vous permettra d'apprendre aussi comment est-ce que la nature est éternellement en interaction avec le monde. Donc voilà, donc le cosmos de votre jeu de rôle, donc les perturbations des vivants, pour tout ce qui se passe donc avant eux. Le générique du Seigneur des Anneaux commence tout simplement. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. C'est-à-dire qu'au moment où on commence, la nature avait déjà établi beaucoup de choses, avait déjà créé beaucoup de trucs jusqu'à l'apparition donc des premiers vivants dans le monde, de la Terre du Milieu, pardon. Deuxième partie, donc les peuples. Donc là on énumère les anneaux, on fait une énumération de tous les anneaux, hein, 3 pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes, etc. Et de la structure en fait qui s'ensuit. Donc voilà, il y a donc la structuration des peuples, hein, les nains vivent sur la montagne, les elfes sont reclus dans les forêts, les humains ont leur un désir de conquête énorme. Voilà, c'est une structuration de la Terre du Milieu, vraiment on explique pourquoi est-ce que donc, ces grands anneaux et leur pouvoir ont une influence sur le monde. Voilà, ça c'est vraiment la structuration des peuples. Troisième partie, donc l'histoire. L'histoire, donc c'est l'arrivée de Sauron, avec l'ensemble des péripéties que ça va apporter, hein. La destruction des régions les plus pauvres, l'invasion, l'alliance entre les elfes et les hommes, la chute de Sauron, la récupération de l'anneau par Isildur, Isildur qui refuse de le jeter donc, dans la montagne du destin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, Isildur qui est corrompu par l'influence de l'anneau, qui se fait tuer, etc. L'anneau est perdu, jusqu'au moment où Gollum le récupère, voilà, tout ce qui s'ensuit, il le perd de nouveau lui-même, Bilbon le récupère, mais ça, voilà, à partir du moment où on arrive là, on arrive dans la zone région, donc quatrième zone, c'est la zone région. Désolé, je vais très vite pour que la vidéo soit dynamique, en tout cas, ne fasse pas 15 minutes. Donc, nous sommes donc dans la zone région, c'est-à-dire qu'on va commencer, on parle plus donc du monde, on parle plus des peuples, on parle plus donc de la grande guerre qui a structuré, qui a rétabli un équilibre dans le monde avec la chute de Sauron, etc. On parle de tout simplement du moment où Bilbon donc découvre l'anneau, donc on a une explication de ce qui entoure les personnages joueurs. La voix off explique, voilà, le monde va être restructuré par l'action des hobbits, donc la plus petite race, entre guillemets, la plus inconnue de la Terre du Milieu, va mettre
un coup de pied dans la fourmilière et donc va, no spoil, remettre l'équilibre de la quête à venir. Dans la quête à venir, pardon. Donc voilà, donc Bilbon de nouveau, la comté, etc. On réexplique, hop, on retourne de plus en plus vers le moment fatidique où les joueurs vont rentrer en scène. Et là, on arrive à la phase finale, donc la phase des joueurs. Qu'est-ce que c'est la phase des joueurs? Donc c'est la scène où par exemple Gandalf, donc il arrive à la comté et il rencontre Frodon. Ben pourquoi est-ce qu'on appelle ça la scène des personnages joueurs? Parce que tout simplement, Frodon est le porteur de la quête, le porteur de l'anneau. C'est celui qui va faire, ben voilà, donc de nouveau sa quête, pas quête juste initiatique, mais sa quête de mettre l'anneau à Foncombe. Et puis de Foncombe, il va le transporter à la montagne du destin. Donc voilà, début de la quête, vous voyez de nouveau, donc on est passé du statut du monde à statut des peuples, à l'histoire. Ensuite de l'histoire, on est passé à la zone régionale, en disant que Bilbo a ramené l'anneau à la comté, etc., etc. Il le lègue à Frodon. Hop, entrée en jeu, Gandalf toque à la porte et demande donc à Bilbon s'il va se séparer de l'anneau, etc., etc., etc. Il va se séparer de l'anneau, etc., etc., etc. Désolé, je parle un peu vite. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une belle introduction? Ben, en fait, l'introduction, c'est complètement l'aspect poétique en fait de votre campagne. C'est-à-dire qu'un nouveau joueur il va arriver, si vous lui dites juste vous êtes une bande de troufions, voilà le chef du village vous a demandé d'aller nettoyer une mine, ça va pas être spécialement ni intéressant, ni joyeux, ni quoi que ce soit en fait, ça va pas les intéresser, ils vont dire ok du jeu de rôle en fait c'est faire le sale boulot des autres gens et c'est chiant etc. Si vous mettez une structure dans votre monde, une introduction qui prend 7-8 minutes à lire, je vous demande pas de faire un roman, loin de là, hein, ou même quelques minutes, quelques lignes etc, c'est structurant et c'est énorme l'apport que vous donnez à votre jeu, ça rend votre monde vivant. On reparle de nouveau de l'épisode donc Dungeonographer où on donne des éléments qui ne sont pas à la portée des joueurs, ça leur permet d'avoir une corde. Vous vous souvenez donc quand je vous parlais la corde intérieure, ben on touche le côté poétique, c'est-à-dire que le joueur va se sentir, je ne vais pas dire sentimentalement, mais il va se sentir investi, il va se sentir touché par ce que vous avez créé et donc il va être quelque part convaincu du bienfait de sa quête ou du bienfait ou de l'intérêt du jeu tout simplement, puisque c'est pour ça qu'il est là et c'est pour ça que je crée cette vidéo, pour que vous arrivez à passer du stade où ouais c'est cool là, ouais on va refaire une deuxième partie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé qu'elle soit beaucoup plus courte. N'hésitez pas donc à mettre un pouce vers le haut puisqu'on ne peut toujours plus dire pouce bleu. Partagez la vidéo avec vos amis si vous avez envie d'avoir un feedback. Moi j'attends toujours énormément de feedback de votre part, ça me fait énormément plaisir. Un petit pouce vers le haut, un petit commentaire sympathique, une question, etc. Merci à vous d'être là. On ne crève pas des plafonds, entre guillemets on ne crève pas des plafonds dans le sens où je regarde presque tous les jours, 2 à 3 fois par jour mon tableau de bord YouTube pour savoir comment les gens réagissent. Donc merci à vous d'être là, ça me fait toujours énormément plaisir. Continuez d'être présent et moi je vous dis à la prochaine.